Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Merci beaucoup d'avoir accepté notre entretien qui va être axé sur l'international. Vous êtes désormais quadruple candidat à la présidentielle. Vous l'avez annoncé dimanche dernier sur TF1. Le scrutin de 2027, c'est une évidence, sera percuté par l'actualité internationale. Vous avez décidé de faire de la question diplomatique un axe central de votre programme, sauf erreur de ma part. Alors, on va être très concret. On va prendre les dossiers les uns après les autres. Jean-Luc Mélenchon, bien sûr, je commence par l'Iran. L'Iran, demain vous êtes au pouvoir. Que faites-vous? La première mesure sur le sujet. Alors, c'est exactement le genre de choses qu'on ne peut pas faire. Des nœuds de problèmes de cette nature ne se règlent pas sur une mesure. Mais bon, j'entre dans le jeu de la question, je la comprends. D'abord, prenons la mesure de ce qui se passe vraiment. C'est-à-dire que nous avons deux pays qui, sans aucun mandat international d'aucune sorte, ont décidé d'en attaquer un troisième. C'est-à-dire les USA, Israël, attaquent l'Iran. Donc, quoi que l'on pense du régime iranien, personnellement j'en pense beaucoup de mal, et je me suis beaucoup mobilisé contre lui, il est certain que pour nous Français, notre intérêt, c'est le droit international. Donc on ne peut pas accepter que deux pays cherchent à en envahir un troisième. Pourquoi? Je vais être très, réel politique. Parce que ou c'est le droit international, ou c'est la loi du plus fort. Or, il y a un grand inconvénient à la loi du plus fort. Nous ne sommes pas les plus forts. Nous, Français. Dès lors, il faut voir que ces deux-là ont chacun des objectifs qui ne sont pas ceux que l'on affiche. Mais vous le savez, parce que je suis vos chroniques sur le sujet. Israël mène une guerre régionale d'influence sur tout son environnement à travers l'Iran qui a des positions par différents groupes politiques. Il y a là une situation de conflit déjà depuis un moment. Et puis les USA sont dans une autre bataille, cette fois-ci qui vise la Chine. Mais donc les deux ont des enjeux de très haut niveau. Et par conséquent, il se joue de manière imprévue une bataille qui va sans doute changer durablement le cours des événements dans le monde. Alors c'est la raison pour laquelle on va y rester un petit peu encore. L'envoi du Charles de Gaulle, de notre porte-avions, ça c'est dans l'actualité. Vous avez écrit « Macron envoie le Charles de Gaulle, une gesticulation. Il faut plutôt forcer les Américains à quitter le détroit d'Ormuz en commençant par interdire le survol du territoire aérien français en coordination avec les pays d'Europe du Sud. » D'abord le mot gesticulation, qui ne choque pas certains militaires, puisque c'est un mot qui serait approprié, mais tout de même, Jean-Luc Mélenchon, le porte-avions, il est présenté comme étant le meilleur des ambassadeurs. Il est présenté comme étant la diplomatie du porte-avions, capable de montrer de quoi on est capable. Et, n'est-ce pas dire, notamment aux États-Unis, on est capable d'agir en dehors d'un cadre otanien. Vous, le non-aligné, ça devrait vous parler, ça devrait peut-être devoir vous plaire même. Non mais moi, je ne suis pas quelqu'un qu'on amuse avec des choses qui sont irréalistes. Alors, le mot gesticulation s'applique à M. Macron. Car voyez-vous, madame, à cet instant, la difficulté pour nous tous, en tout cas les responsables politiques, c'est que nous parlons et nous représentons notre propre pays. Par conséquent, il n'est pas possible d'aller au bout de ce qu'on aurait à dire. Donc la gesticulation ne concerne pas nos militaires, dont je suis certain qu'ils vont faire leur devoir avec un haut niveau de technicité et de performance. Mais il ne faut pas engager leur existence et nos moyens de manière désinvolte. Passer par le canal de Suez est déjà quelque chose d'assez audacieux dans le contexte dans lequel on est. Descendre toute la mer Rouge, c'est une autre audace. Et puis, après ça, on va arriver en zone de combat. Alors, on reste à l'extérieur. Oui, les zones de combat, elles sont assez éloignées du centre qu'est l'Iran, puisque les pays du Golfe sont frappés directement par l'Iran. Donc ne jouons pas avec les mots, nous entrons en zone de combat. Et c'est la raison pour laquelle je me suis permis de dire qu'il faut être économe de la vie des nôtres, et surtout, vous avez utilisé une expression qui m'a bien plu, vous avez dit c'est une manière de montrer de quoi on est capable. Bah, et écoutez, en dehors du cadre de l'OTAN. Oui, croisez les doigts. Qu'on n'aille pas trop nous demander de montrer de quoi on est capable, parce que nous avons un équipement performant, important, mais nous ne sommes pas de taille avec un porte-avions à affronter une situation comme celle qui prévaut dans cette région, tout seul. Mais il s'agit d'assurer la suite. La France veut mener une coalition internationale pour libérer la navigation une fois les hostilités terminées. Cette question concrète, si la France prend effectivement la tête de cette coalition, et que tout ça nous mène jusqu'à l'élection présidentielle, vous êtes président. Vous arrêtez la coalition, on ne mène plus de coalition dans la zone, plus de coalition internationale? Mais le contraire.
Mais une coalition, pour quoi faire ? D'abord, premièrement, disons les choses comme elles sont. Ce n'est pas l'Iran qui bloque le détroit d'Ormuz, ce sont les Américains. Mais ils ne bloquent pas le détroit, ils bloquent les navires iraniens. Oui, d'accord, mais enfin, ça revient au même. Parce que la puissance qui est attaquée, c'est l'Iran. L'armée américaine est déployée, personne ne m'a demandé de venir là. Et le résultat, c'est que c'est une zone de guerre. Voilà, bon. Et dans une zone de guerre, le protagoniste qui est envahi est toujours en position de force plus grande que celui qui assaille. C'est pas d'aujourd'hui que c'est comme ça. Vous voyez bien que ça a provoqué un effet de regroupement à l'intérieur de l'Iran, du peuple iranien, qui est un très vieux peuple, pour se défendre. Bon, donc déjà, notre porte-avions arrive là, il fait quoi? Moi, c'est pas par ce bout-là que j'aurais pris le problème. Qu'on envoie le porte-avions au large de Chypre parce qu'à un moment donné, on a pensé qu'il y avait un risque, qu'il y avait eu des tirs, si vous vous souvenez. Bon, oui, ça, très bien. Chypre est dans l'Union européenne et les statuts de l'Union européenne, les engagements de la France, fait que si un pays de l'Union européenne est agressé, du fait des traités européens, nous sommes tous censés intervenir. Il est donc normal que les Français se mettent à l'endroit où le risque existe, c'est-à-dire Chypre. C'est une autre paire de manches d'aller là-bas en bas et de se mettre dans la zone de combat, parce que c'est pas ce qu'il faut faire. Pour le moment, on n'est pas dans la zone de combat. Mais je vais vous dire pourquoi. C'est précisément parce que je ne suis pas aligné, que je ne vois pas la raison pour laquelle nous irions dans cette zone, après avoir fait des déclarations, le ministre Barrot et le président Macron, en rendant l'Iran responsable du blocage. Ce qui fait de nous, Français, à cette étape, des gens qui ont pris parti pour les raisons qu'annoncent les États-Unis et Israël. Attendez, laissez-moi finir. J'ai fait le contraire, c'est-à-dire d'abord un front du refus, car cette guerre est intriquée avec celle de Gaza et de l'invasion du Liban. Front avec qui ? Avec qui vous faites front ? Alors le front du refus, d'abord avec les pays européens qui refusent la stratégie des États-Unis et d'Israël. Les Espagnols en premier lieu. Les Espagnols, et vous verriez que très vite... En dehors des Espagnols, vous avez qui en tête ? Mais attendez... Parce que la question, c'est de savoir si vous seriez seul ou vous auriez vraiment du monde à vos côtés. Madame, pardon, vous ne pouvez pas raisonner comme ça. Si j'y suis, ce n'est pas à l'autre. Et donc, si j'y suis et que l'on vient en renfort des Espagnols, vous avez un tas de pays qui disent « Ah ben, quand même, il y a les Français, ils ont un porte-avions, ils ont l'arme nucléaire, ils ont une armada, il y a les Espagnols qui sont aussi de bons guerriers, et par conséquent, ça vaut la peine d'aller avec eux, parce que en retour, ils nous assureraient une protection plus avancée. » Je parle des nations européennes. Mais tout aussitôt, vous auriez des pays d'Amérique latine. Monsieur Pedro Sanchez vient de faire une réunion à Madrid avec les Brésiliens, les Mexicains, les Colombiens, sur la question notamment du droit international et de Gaza. Et puis vous avez les pays qui viennent d'Asie, qui ne veulent pas entendre parler de cette guerre, et qui se sentiraient en quelque sorte fortifiés et auraient un point d'appui. Voilà ce que moi j'aurais fait. Jusqu'à maintenant, Emmanuel Macron, il s'est plutôt montré en opposition avec le président américain. Il a refusé les coalitions américaines, ce qui lui avait eu d'ailleurs quelques répliques. On ne peut pas dire d'Emmanuel Macron aujourd'hui qu'il s'est aligné sur le président américain. Les choses, s'agissant de Macron, sont toujours compliquées parce que c'est en même temps. Donc en même temps, il a dit des choses aimables pour M. Trump, des choses désagréables. Et en même temps, il dit qu'il faut cesser et débloquer le détroit d'Ormuz, mais il en rend responsable les Iraniens. Tout ça ne tient pas debout. Pardon, je veux insister sur ce point, tout en ménageant dans mes mots les nôtres qui sont engagés dorénavant dans ce secteur. Mais ce n'est pas raisonnable de se comporter comme ça. Il faut avoir une ligne et une seule. Et ensuite, nous n'avons de révérence à faire à personne. Monsieur Trump agit comme il agit. Et nous pouvons les bloquer tous autant qu'ils sont. Justement, les bloquer. Vous dites, je poursuis, je reprends ce que vous avez écrit sur le Charles de Gaulle. Vous dites, il faut interdire le survol du territoire aérien français en coordination avec les pays d'Europe du Sud. Mais les conséquences ? Ce sont des possibles mesures tarifaires, c'est l'impact sur les échanges commerciaux, ce sont les conséquences sur l'OTAN, c'est potentiellement, pardonnez-moi quand même, mais la solitude au niveau européen, parce que certes il y a les Espagnols, encore une fois, je parle du niveau européen, mais on oublie du coup l'Allemagne, partenaire principal, Roumanie, Danemark, Pologne, Belgique. Mais allez-y, il y en a 27 à citer. Oui. Bon, mais alors à ce moment-là, je vous entends. Alors laissons aller, ne faisons rien. Disons des paroles aux uns et aux autres. Je ne veux pas entendre parler de ça. Alors, on a le droit de choisir ça. Hein. Je ne le discute pas. On a le droit de choisir ça. Mais ce n'est pas mon point de vue. Et comme je suis candidat à la fonction et que la fonction prévoit d'être le chef des armées, et donc responsable de cette situation, ce n'est pas la ligne que j'appliquerai. J'essaierai de faire en sorte que ceux qui ont décidé
tout seul et en violation du droit international, une intervention sur un pays, eh bien de les faire reculer. Comment y prendrais-je? Eh bien d'abord en aidant d'aucune manière les Nord-Américains à aller venir en passant par la base d'Istres. Je suis contre. Donc, ils ne nous survolent pas, ils ne passent pas chez nous. Vous pourriez tenir votre raisonnement à l'Arabie Saoudite. Elle aussi vient de décider que les Nord-Américains ne peuvent plus survoler son territoire. Réouvert. Mais il y a une raison à ça. C'est que du coup, vous devenez une cible. Les Nord-Américains ont installé des missiles et du matériel chez les Allemands. Les Allemands sont une cible dans le cas de guerre, et nous, les Français, qui sommes leurs voisins. Laissez-moi achever sur un point. Il ne suffirait pas seulement de bloquer les États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce qui les retient actuellement? C'est qu'ils n'ont pas d'alliés pour faire ce travail-là, pour amener des forces armées. Il n'y en a pas. Il faut donc lui retirer l'unique allié qu'il a dans cette affaire et qui trouve son compte, qui est le gouvernement de M. Netanyahou. Donc il faut faire voter en Europe, maintenant il y a 5 pays qui le demandent, le blocage de l'accord commercial entre l'Union européenne et Israël. Et vous savez que nous, les Insoumis, nous avons fait une pétition européenne, et donc, par la force des choses, ce sujet sera débattu au Parlement européen. Mais avez-vous bien compris? Donc, front du refus et commencer à bloquer les protagonistes. Justement, on va s'arrêter quand même un peu plus sur Donald Trump, précisément, puisqu'on y revient régulièrement. Donc, on s'y arrête. Donald Trump, vous êtes au pouvoir, il sera là. Comment vous le traitez? Vous le traitez en ennemi, plus qu'en adversaire, même en ennemi, le président américain? Il faut se garder de grands mots qui pourraient ensuite me revenir dans la figure. Oui, mais quel serait le mot que vous Non, on ne peut pas. Moi, je traite personne en ennemi. Je suis pour la paix et pour le non-alignement. Par conséquent, les États-Unis d'Amérique, c'est un partenaire depuis longtemps. Et voilà, on discute. On reste en relation. Mais on met à distance de l'organisation militaire des États-Unis d'Amérique. C'est un adversaire ou pas, Jean-Luc Mélenchon? Donald Trump serait un adversaire? Mais dans la vie, il n'y a pas que des adversaires et des complices. Bon, parce que sinon, on ne peut plus parler de rien. Et on dit qu'on est dans l'OTAN et on fait ce que nous dit l'oncle Sam. Mais ça n'a pas du tout mon point de vue. Alors, de ce point de vue, je suis plutôt dans la tradition gaulo-mitterrandienne. Ce sont des partenaires, mais écoutez-moi, parce que je vais dire ce que ma ligne, c'est à distance. Et tout ce qui nous lie à eux, militairement, doit être mis à distance. C'est-à-dire tout leur logiciel, c'est-à-dire tous les équipements, c'est-à-dire nous devons être absolument indépendants et je renverrai chez eux, Allemands et Nord-Américains, qui sont avec nous dans la structure de l'OTAN qui s'occupe de l'espace où je ne veux pas être avec eux. Restons sur ce point. Si effectivement on est dans le bras de fer avec Donald Trump, qui dit moi si c'est comme ça, il a commencé à le dire et à le faire, enfin en tout cas à le dire, je quitte l'OTAN. Vous dites très bien, ok, d'ailleurs ça vous fait un point commun, vous ne portez pas l'OTAN dans votre cœur. Ça vous fait un point commun avec le président américain. Mais c'est vrai que la question qu'on se pose, c'est techniquement comment on fait, concrètement comment on fait. Si Trump retient ses troupes d'Europe, comment fait-on? Si la Russie, c'est pas un scénario complètement farfelu, décider d'attaquer le nord de l'Europe, comment on fait sans les Américains? C'est simple ça, c'est la question la plus simple du monde. D'abord commençons par déniaiser le débat. Il n'y a personne qui croit au monde que dans le cas où nous serions attaqués, les États-Unis d'Amérique feraient vitrifier Détroit pour sauver Toulouse. Ça n'existe pas. Donc ne racontons pas d'histoire. La preuve, c'est que nous, Français, quand nous proposons le parapluie nucléaire dans un moment où on dit un peu n'importe quoi, dès qu'on... D'ailleurs, sur ce point, si vous êtes président, vous revenez sur tout ce qu'a dit Emmanuel Macron sur la dissuasion nucléaire? Pas sur tout. Attendez, faisons un peu dans la nuance, parce qu'encore une fois, on parle de guerre ou de paix. C'est des sujets qui sont extrêmement, comment dire, délicats. Oui. Mais je voudrais terminer mon raisonnement. Nous sommes liés par les contrats, par les accords européens. Nous sommes liés entre nous, les pays de l'Union européenne. Donc, si nous sommes attaqués, tout le monde respectera son engagement. Nous nous défendrons. Tous ensemble. Donc, c'est pas la peine de faire des grandes phrases sur la défense européenne. On a les moyens aujourd'hui de faire sans les États-Unis. Parce que vous croyez quoi? Que les Nord-Américains vont amener leurs chars, leurs missiles, mais qu'ils les gardent. Car moi, je suis pour qu'ils enlèvent leurs missiles d'Europe. Ils les ont mis en tâche, et les Allemands. Et ils ont obtenu des engagements, les Allemands, à l'époque, pour qu'il y en ait encore d'autres. Ça fait d'eux une cible. Dans le cas d'un combat, tout le monde comprend ça. Alors, et si nous, pardon madame, mais on n'est pas en train de parler d'une guerre de lance-pierre. Si nous devions affronter, comme vous dites, si la Russie attaquait les pays du nord de l'Europe, évidemment que les liens qui nous lient à ces pays par l'Union européenne nous obligent à nous défendre avec eux. Pardon, mais les Russes le savent. Or, nous, les Français, notre ligne commune depuis des années, c'est la dissuasion nucléaire.
Nous ne pouvons pas permettre qu'il y ait une bataille en Europe. Après, on regardera si c'est vrai ou pas. Mais pour l'instant, restons-en là. Donc ça signifie, si nous étions attaqués, nous obligés de défendre nos voisins, ce qui est normal, puisque nous sommes dans la même Union, que nous recourrions à l'arme nucléaire. Par conséquent, les Russes en feront autant. Mais qui est d'accord avec une folie pareille? Donc vous revenez en grande partie sur la doctrine d'Emmanuel Macron depuis quelques mois qui s'est réaffirmée sur les têtes nucléaires, le partage des exercices, pas de la souveraineté encore une fois, mais vous revenez sur une grande partie de notre dissuasion nucléaire comme l'écrit le président français. Attendez, là on va perdre nos téléspectateurs parce que on entre dans un niveau de détail qui moi me passionne, mais qu'on comprenne. Ben non, la dissuasion nucléaire, ça parle aux gens. Attendez, mais je viens de vous dire, donc je me répète. Allez-y. Les pays de l'Union européenne sont liés entre eux par un article, à chaque fois je me trompe, je ne sais plus si c'est le 42.7 ou le 47.2, qui nous lie dans une défense commune. Si l'un d'entre nous est attaqué, tous les autres sont censés riposter. Donc, si la Lettonie, l'Estonie, la Lituanie étaient frappées, ou bien la Finlande, ou bien la Norvège, qui ne sont pas dans l'Union européenne, mais je les inclus dans le périmètre que les Français n'accepteraient pas que l'on viole. Bien. Nous serions automatiquement en guerre, nous devenons belligérants contre la Russie. Et or, nous les Français, la seule manière que nous avons de faire la guerre, ce n'est pas de déployer des chars et tout ce qu'on voudra, c'est qu'on fait le tir atomique. Nous ne permettrons pas que on entre sur le territoire qui est le nôtre. Et là, c'est le territoire européen. Donc, nous frapperions. Et par conséquent, les Russes aussi nous frapperaient. Mais nous, nous sommes un pays qui, au premier coup, est mort. Les Russes ont 11 fuseaux horaires. Il en faut au moins 7, 8 ou 10 coups pour arriver à les mettre à terre. Malgré Donc, tout, attendez, quand M. Macron dit... Il faut faire la... Il n'est pas le seul, j'ai vu une fois Hollande raconter encore pire. Mais... Quand il dit la défense nucléaire, nous l'étendons aux autres. À qui et comment? C'est une question très sérieuse. Pour qui êtes-vous prêt à mourir? Je peux vous poser la question à vous, comme à tous mes concitoyens. Vous pouvez décider que c'est une question qui vous est indifférente, mais pas du tout, vous ne pouvez pas y échapper. Si nous proposons d'étendre la protection nucléaire, nous devons dire à qui pour que l'ennemi le sache, l'ennemi potentiel. Personnellement, je pense qu'on doit procéder avec la Russie autrement que comme on s'y est pris. Mais l'ennemi potentiel doit savoir que les Français appuient sur le bouton quand telle ligne est franchie. Comme disait François Mitterrand, lui il avait une formule extraordinaire, il disait la dissuasion c'est moi. Moi je préfère des choses beaucoup plus concrètes. Pour dissuader, il faut montrer qu'on est prêt, il faut montrer qu'on a des forces. La revue stratégique nationale de défense, elle nous dit on pourrait se confronter à une guerre de haute intensité d'ici 2030. Comment on se prépare? Le budget, les armes, sachant que la France insoumise n'a pas voulu un budget de 36 milliards pour les armées hier à l'Assemblée nationale. Oui. Bon, là aussi je vais mesurer mes mots. Parce qu'on est en campagne et puis parce que ça engage notre pays et qu'il faut faire attention. Mais, voyez-vous, alors, vous m'avez posé la bonne question. Comment on se prépare? Alors, vous avez la réponse allemande. Et personne ne leur pose de questions à cela. Ils disent, nous allons avoir la plus grande armée conventionnelle d'Europe. Primo, comme Français, je me sens dans l'obligation de dire, vous avez décidé ça tout seul, et vous comptez faire la guerre à qui? Avec la plus grande armée conventionnelle. Et est-ce que vous pensez, sérieusement, que la prochaine guerre est une guerre conventionnelle, avec des chars, des ponts roulants? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La prochaine guerre, et Macron a eu une intuition, à un moment donné, il a repris mes termes, il a dit la prochaine guerre commencera dans l'espace. Parce que tout est lié aux communications et aux télécommunications à terre. Par conséquent, tout le reste, c'est de la flûte. Quels sont ces moyens de télécommunication? Des satellites, par dizaines. C'est des câbles qui arrivent de tous les endroits du monde, et nous les Français, nous sommes le point d'entrée des câbles qui arrivent du reste du monde sur le vieux continent. La guerre aura lieu de cette manière-là. C'est-à-dire que nous allons priver un certain nombre de gens de leur communication. Donc les 36 milliards pour les armées ne servaient à rien? Non, je ne vais pas dire des choses comme ça, parce que ne me poussez pas à la caricature. Nous ne votons pas parce que nous ne sommes pas d'accord avec la conception de la guerre qui est développée par ce projet. Ensuite, parce que le budget lui-même, nous sommes parlementaires, je parle de mes camarades, c'est pas mon cas, je ne le suis plus. Mais mes camarades aussi jugent sur la sincérité d'un budget. Madame, ne m'obligez pas à dire des choses que j'ai pas envie de dire sur le budget militaire, et comme d'ailleurs sur le budget en général. Mais
je veux dire qu'il y a une limite, et je le dis à ceux qui en sont responsables. Commencer à dépenser avant d'avoir décidé, c'est pas une bonne manière dans une démocratie. Mettre un budget en déséquilibre, comme l'est celui réel des armées, n'est pas une bonne idée. Par conséquent, il faut se préparer à la bonne guerre avec les bons moyens. Voilà ma thèse. Maintenant, on peut me dire, vous avez tort, il faut se payer la bataille de chars. C'est pas mon point de vue. Mais on quitte l'OTAN avec Jean-Luc Mélenchon président ? Oui, bien sûr. Donc, très vite. Bien sûr. Ah ben, comme ça ne sert à rien l'OTAN, autant les quitter. Ça ne sert qu'à une chose, c'est à nous mettre sous tutelle nord-américaine, c'est tout. Et puis franchement, les Français, c'est la ligne historique. Je veux dire, avant M. Sarkozy, personne n'avait pensé à réintégrer le commandement unifié de l'OTAN. Et puis De Gaulle avait mis les choses de manière à ce que le ton n'aille pas monter trop. Mais tout le monde comprenait que nous n'étions plus membres de l'OTAN. Nous avons fait partir les bases américaines de France, celles de Châteauroux et ailleurs. Donc, moi, président, comme vous dites, non, nous ne sommes plus membres de l'OTAN. Mais on n'y va pas comme des brutes. On y va par étapes. On commence par sortir du commandement unifié et on dit à tout le monde, nous ne sommes plus membres de l'OTAN. Et je redis ça, nous mettons à distance de tous les équipements communs avec l'armée américaine. Car quand vous avez des logiciels nord-américains jusque dans les services de renseignement français, eh bien vous savez tous que celui qui a la décision, c'est celui qui tient le logiciel, parce que la loi aux États-Unis d'Amérique donne ce pouvoir au gouvernement, même quand vous avez contractualisé avec une entreprise. Voyez-vous ? Alors, je reprends le fil, on s'est beaucoup arrêté sur ce point. Je voudrais qu'on revienne un peu sur l'Iran, parce qu'on y est passé, c'est ma responsabilité vite au début, mais il faut les empêcher d'avoir le nucléaire. Les Iraniens, je vous rappelle vos propos de 2012, je suis sûre que vous les avez en tête parce qu'ils ressortent de temps en temps. Vous mettiez en garde à l'époque contre l'obtention de l'arme nucléaire par l'Iran, Jean-Luc Mélenchon. Vos mots, vous disiez ce qu'a dit Mahmoud Ahmadinejad, c'est l'ancien président iranien, vous disiez que ce n'était pas acceptable. C'est la première fois qu'on voit un pays dire si on a une bombe, on ira taper sur Israël. Ça, personne ne peut accepter une chose pareille. Le Jean-Luc Mélenchon 2026 est d'accord avec le Jean-Luc Mélenchon de 2012. Absolument. Vous ne changez pas un mot. Absolument. Et j'ajoute que je suis contre la dissémination nucléaire. Alors on me dit, ça vous va bien à vous les Français, vous êtes armés jusqu'aux dents nucléaires, ce qui est vrai, et vous voulez empêcher les autres. Oui, je veux empêcher les autres. Je ne crois pas que le monde serait plus stable et mieux fréquentable avec plus de pays qui ont les armes nucléaires. Et dans la région, puisque l'Iran est là, et ici, vous avez le Pakistan. Le Pakistan est armé nucléairement. L'Inde est armée nucléairement. Et on a laissé faire. On n'a pas été à l'époque... Oui, mais parce que le Pakistan, à l'époque, était allié des États-Unis et menaçait de taper personne. Voilà, ça c'est le en même temps. Alors, oui, ben celui-là, c'est mon pote, il peut s'armer. Le lendemain, c'est plus ton ami. Qu'est-ce que tu fais ? Tu restes avec les armes. Mais attendez, ouais. Je ne veux pas contourner la question sur l'Iran. Je suis... Est-ce qu'il faut tout faire pour les empêcher d'avoir le nucléaire ? Non, attendez. On ne passe pas d'une chose à l'autre. Nous sommes contre le fait qu'ils aient une arme nucléaire. Et ce serait la même chose si c'était la Colombie. Et ce serait la même chose si c'était n'importe quel pays au monde. Nous sommes contre. Et d'ailleurs, je suis d'accord pour qu'on désarme nucléairement le monde. Évidemment que ce n'est pas nous les Français qui allons commencer. On a déjà commencé. On a déjà renoncé aux armes nucléaires qui étaient sur le plateau d'Albion. On a déjà renoncé. On est prêt, moi je serais prêt à aller plus loin, mais les autres commencent. Ceux qui en ont 7000, 8000 têtes, qui peuvent détruire 15, 16 fois la planète. Vous savez bien que c'est au moins 15 fois de trop, il suffit d'une. Hein. Bon. Donc, nous sommes contre la dissuasion, la diffusion nucléaire. Et nous sommes contre le fait que l'Iran ait l'arme nucléaire. Mais je voudrais vous dire quand même quelque chose, que ce serait extraordinaire qu'on vienne me reprocher à moi mon attitude aujourd'hui, qui n'en est pas changée, alors qu'il y avait un accord et que c'est la diplomatie française qui avait joué un rôle extraordinaire. Je ne me rappelle plus si c'était Fabius ou Védrine. Je crois que c'était Fabius qui avait un travail extraordinaire qui avait été fait par une équipe qui avait réussi à conclure un accord. Et l'Agence internationale de l'énergie atomique avait reconnu que l'accord était bien suivi. C'est Israël qui ne voulait pas entendre parler de cet accord. Et donc, quand M. Trump est arrivé au pouvoir, la première chose qu'il a fait, ça a été de dire l'accord n'a plus lieu. Personne n'a pu discuter. C'est un putsch qu'ont fait les USA. Et donc, dès le lendemain, ils ont dit maintenant, on punit. Et nous, on a dû retirer nos entreprises d'Iran. Mais il y avait un bon accord nucléaire. Par conséquent, si c'était à moi de négocier avec les Iraniens, je leur disais, est-ce que vous êtes d'accord ? Je leur dirais, est-ce que vous êtes d'accord pour revenir au traité précédent ? Et nous dirions aux Américains, puisqu'ils reviennent au traité précédent, ils vont rendre leur uranium enrichi. Oui, mais
Certains vous diraient, certainement Jean-Luc Mélenchon, qu'ils soient dans l'accord ou pas, ça ne les empêcherait pas de faire ce qu'ils ont à faire sur le nucléaire militaire. Alors, okay, ça ne les empêcherait pas de continuer à produire l'uranium, à l'enrichir. Ils sont montés... Mais bien sûr que si, madame. Ou alors, ça veut dire qu'aucun accord ne s'applique. L'histoire récente nous a montré que les accords, visiblement, ne tenaient pas certains chefs d'État. Non. Les Iraniens respectaient cet accord. Les Iraniens respectaient l'accord. Et c'est pas moi qui le dis. Moi, j'ai aucune sympathie pour ce régime. Et vous avez rappelé que j'ai protesté. D'ailleurs, j'ai reçu une lettre de l'ambassadeur d'Iran me disant « on n'a jamais dit ça ». Alors, je ne sais pas s'il a vraiment dit, mais en tout cas, je me permets de répéter que si c'est ça que vous dites, je ne peux pas être d'accord avec une chose pareille. Et aucun Français ne sera jamais d'accord avec l'idée que quelqu'un qui n'est pas d'accord avec tel ou tel événement puisse bombarder atomiquement. Mais, puisque vous prenez ce sujet, voyez-vous, moi, ma stratégie internationale, c'est les causes communes. Ça ne sert à rien de faire des grandes fresques et d'espérer que tout le monde est d'accord avec vous. Il faut prendre les dossiers un après l'autre et chercher à faire des causes communes. À l'instant, vous me parliez de la bombe nucléaire. Je viens de vous répondre, il respectait l'accord. Fallait-il améliorer l'accord? Alors il fallait discuter. Mais ne me dites pas qu'aucun accord ne s'applique jamais. Parce qu'alors vous allez m'enlever mes dernières illusions sur les États-Unis d'Amérique. Ils ont signé en 1993 un accord qui interdit les armes chimiques. Eh bien, tant d'années après, où en est-on? Eh bien, ils n'ont toujours pas fini de détruire leurs armes chimiques. Mais ils disent qu'ils continuent à essayer de le faire. Voyez-vous, si on accepte l'idée que la vie internationale n'a aucune valeur, alors seul compte la guerre. Et vous comptez faire quoi pour les empêcher? Faire quoi? Et vous comptez faire quoi? Un accord. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Sur le régime, vous l'avez dit, vous ne portez pas ce régime dans votre cœur, loin de là. Il faut qu'on s'y arrête à nouveau. Vous faites quoi? Oui, je me rappelle au début, essayez avec moi pour dire, quelle que soit la soutane, pas pleurer au pouvoir. On fait quoi aujourd'hui pour le faire tomber définitivement, ce régime? Parce que vous savez, vous avez soutenu d'ailleurs les manifestants, j'ai relu certains de vos messages de début janvier, oui. Mais beaucoup de manifestants, je ne dis pas tous, on n'y est pas, et d'ailleurs les communications sont compliquées, donc vraiment peu de gens peuvent savoir vraiment ce qu'ils ont dans leur tête et dans les cœurs, mais beaucoup des opposants en tout cas disaient, mais nous on est pour l'intervention américaine, on est pour que Trump aille jusqu'au bout pour nous délivrer de ce régime-là. Bon, ils n'ont qu'à s'entendre avec eux alors, mais permettez-moi d'en douter, D'abord, je voudrais redire que nous sommes dans le groupe Insoumis une dizaine à parrainer des condamnés à mort, et il y en a dans d'autres groupes. Je crois que tout le monde s'est mouillé dans cette histoire, donc nous ne sommes pas les seuls et on est au travail. Mais je ne crois pas à ce que vous me dites. L'expérience humaine et politique montre que quand un pays est attaqué, la population se resserre pour se défendre contre l'agression. C'est pas d'aujourd'hui, nous Français, on a envoyé un paquet de gens, y compris en Europe. Et à l'époque, Robespierre disait c'est une erreur, les gens n'aiment pas les missionnaires armés. Eh bien, je crois que c'était le cas. Et en tout cas, nous, il faut mesurer la portée des paroles que l'on porte. Si l'on commence à dire que l'on va intervenir militairement contre des régimes qui ne nous conviennent pas, j'imagine que vous proposez, d'intervenir en Arabie Saoudite contre le régime saoudien, aux Émirats. Comment on fait pour le voir tomber, ce régime-là? Parce que, encore une fois, je vous ai relu, bien sûr, j'ai révisé un peu. Vous avez dit que ça doit venir du peuple. Certes, des élections, mais... Dans quelle mesure aujourd'hui on peut imaginer, ne serait-ce qu'un instant, une seconde, que des élections libres puissent se tenir pour que cette population puisse effectivement s'exprimer? Dites-moi à quel niveau on parle, parce que la réponse ne sera pas la même. Si l'on parle des États, de la nation française, la nation française ne peut pas dire devant le monde, dorénavant, tout régime qui nous déplaît fera l'objet de notre part d'intervention militaire pour le changer. La nation ne le fera jamais. En tout cas, si c'est moi qui m'en occupe, je ne ferai jamais une folie pareille. Mais après, il y a la politique. Il est donc tout à fait possible, politiquement, d'aider les partis, les factions. Regardez en ce moment, nous aidons des Russes anti-guerre et de gauche. Nous finançons le logement, nous aidons avec nos petits moyens. Mais donc, si on allait plus loin, on pourrait armer l'opposition iranienne? Mais enfin, madame, je suis candidat à une élection présidentielle. Vous voulez que dans quoi? Dans 6 mois, ils disent ce type a l'intention d'armer des gens contre nous? Non, mais moi j'ai envie de savoir ce que vous avez effectivement en tête si vous êtes président de la République. Mais imaginez-vous que les Iraniens nous disent à nous Français, puisque vous vous comportez comme ça, nous allons faire sauter des bombes chez vous. Qu'est-ce qu'on dirait, nous, aussitôt? On dirait vous nous déclarez la guerre. Moi, j'ai pas l'intention, sur un plateau de télé, de déclarer la guerre à l'Iran,
si je suis élu président de la République dans 5 ou 6 mois. Mais pardon, ne sous-estimez pas l'importance de la coopération politique avec les oppositions. J'ai passé une grande partie de ma vie à soutenir financièrement et des fois matériellement des oppositions qui ont fini par avoir le dernier mot contre le général Pinochet, contre la dictature du général Videla en Argentine, l'autre c'était au Chili, et ainsi de suite. Ces moyens ont une réalité. Et il faut compter avec elle. Que fait l'internationale socialiste? Elle intervient. Ce qu'il reste de partis communistes dans le monde, ils interviennent. L'internationale syndicale, voilà les gens qui peuvent se mettre en mouvement. Quand le régime est arrivé au pouvoir en Iran, la première chose qu'ils ont fait, comme d'habitude, c'est de tuer les communistes et les syndicalistes. Moi, j'ai été contre à la première heure. C'est-à-dire, y compris quand l'ayatollah Khomeini était en France, à Neauphle-le-Château, il y avait des gens de gauche qui allaient monter la garde pour le protéger. Et moi, j'ai expliqué, on n'a pas à faire ça. C'est pas notre travail. Et nous n'avons rien à voir avec ça. J'espère m'être fait comprendre dans l'idée qu'il faut mesurer et prendre les choses par le bout par lequel on peut les régler. Pas se donner des objectifs qui n'ont aucun sens et qui nous conduiraient à une guerre généralisée. La région, quel est selon vous le pays le plus dangereux de la région aujourd'hui ? Aujourd'hui, oui. Israël, sans aucun doute. C'est Israël qui attaque tous ses voisins. C'est lui qui déclenche la guerre, c'est lui qui fait un génocide. Je dis Israël, je fais mieux de dire, pardon. Laissez-moi préciser. Le gouvernement de M. Netanyahou. Mais plus dangereux que l'Iran ? Bah écoutez, l'Iran n'a envahi personne, ils avaient des antennes extérieures, ils menaçaient le gouvernement d'Israël, qui lui-même s'organisait contre lui. Ils ont des proxys qui ont frappé, ils arment le Hezbollah. C'est vrai. Mais attendez, qu'est-ce que vous voulez arriver à dire maintenant? Le Hezbollah est lié au régime islamique d'Iran, c'est une certitude. Mais le Hezbollah du Liban est un phénomène libanais. Les Libanais ne le savent que trop. Par conséquent, évitons les simplifications qui visent au bout à faire un camp des gentils et des méchants. Et là encore, quand la guerre a commencé, tout le monde est en guerre. Vous savez très bien, qu'en vous écoutant, quand vous verbalisez le fait que pour vous, Israël est bien plus dangereux que l'Iran aujourd'hui, vous savez très bien que certains vont se dire, vont hurler même en disant, mais attendez, vous avez d'un côté une démocratie, quoi qu'on en pense, mais une démocratie, et de l'autre un régime théocratique que vous, d'ailleurs, critiquez très régulièrement, les régimes théocratiques, qui financent le terrorisme international, qui oppriment son peuple, qui le tuent même. Voilà, ça fait hurler certains. Ça fait hurler certains de vous entendre dire que Israël, c'est pire vous que qui m'avez posé la question. Oui, mais du coup, je vous permets d'aller jusqu'au bout. Attends. Vous m'avez posé la question, je vous réponds. Qui a été envahi récemment et par qui? Qui envahit le Liban aujourd'hui? Qui? C'est bien le gouvernement de M. Netanyahou. C'est pourquoi j'ai voulu rectifier. Pour ne pas impliquer le concept d'État Israël, c'est un autre débat. Que faut-il faire, palestinien, israélien? Mais pour bien désigner un gouvernement, aujourd'hui et à cette heure, les plus dangereux, c'est M. Netanyahou et sa bande de fascistes, qui sont au gouvernement, qui sont des fous, qui déshonorent l'idée que l'on se faisait tous d'Israël pour ceux qui avaient du respect pour Israël. Et il n'y en avait pas tant que ça. Ils déshonorent leur propre pays. Donc c'est bien le gouvernement de M. Netanyahou qui a envahi le Liban, qui occupe le plateau du Golan, qui organise la confiscation de la Cisjordanie. Enfin, c'est la réalité, ça. Et qu'est-ce que ça a de scandaleux de le dire? Il ne faut pas le dire. Si, attendez, la loi Yadan n'est pas encore votée. Donc j'ai le droit de le dire. Le Liban, puisqu'on a parlé du Hezbollah, d'ailleurs vous reconnaissez que l'Iran arme le Hezbollah, c'est un vrai sujet. Je suppose, c'est ce que tout le monde dit, donc je le crois. Oui, puis ils ont du matériel qu'ils ne peuvent pas avoir fabriqué sur place. Le Liban, être président, c'est malheureusement devoir parfois rendre hommage à des femmes et des hommes qui tombent pour la France, qui meurent au nom de la guerre. 2 militaires français de la mission de l'ONU au Liban, la FINUL, sont morts récemment, après avoir succombé à leurs blessures. C'était le 18 avril. Une embuscade attribuée au Hezbollah, la force FINUL, avec des Français. On fait quoi? On réplique? Vous, bien président, sûr. On réplique face au Hezbollah? On frappe, on tape, nous, le Hezbollah? Hezbollah, c'est pas mon sujet. Prenons les choses dans l'ordre. Les nôtres sont, et la France est intimement liée au Liban, par une histoire, par plein de choses. Nous avons déjà perdu beaucoup de monde. Je suis allé m'incliner avec mes autres camarades au mois de janvier de l'année juste avant que, je crois que c'était 23, je suis allé sur place, il n'y avait pas de président de la République, et j'ai rencontré le général Joseph Aoun, qui était le chef d'état-major des armées libanaises. Donc nous allons traiter, j'espère,
de quelques mots le cas du Liban lui-même. Ce qui est une honte, c'est qu'on n'ait jamais donné aux Libanais les moyens de constituer une armée qui eusse pu dissoudre en son sein les milices qui existaient au Liban, ou en tout cas garder eux-mêmes la frontière. Donc vous donnez ces moyens? Oui. Oui, sans hésiter une seconde, de manière à ce que le Liban puisse se défendre lui-même. Nous avons accepté de fournir 700 militaires à la FINUL, c'est-à-dire la force d'interposition. J'ai interrogé les militaires responsables de la force d'interposition. Je lui ai dit, c'est un Français, le numéro 2, je crois, bon, un homme tout à fait exceptionnel. Et je lui dis, mais votre consigne, c'est vous allez vous interposer. Si Netanyahou envahit le Liban, qu'est-ce que vous ferez ? Il m'a répondu, la consigne est que nous nous replions. Je lui dis, excusez-moi général, mais je ne comprends pas. Comment, quand on est une force d'interposition, au lieu de s'interposer, on se replie? Alors, voyez-vous, que faisons-nous les Français par tradition? Lorsque nous avons été frappés, je ne sais plus par qui à l'époque, sur le bâtiment où nous étions, qui s'appelait le Drakkar, le président Mitterrand a ordonné une réplique immédiate. Et on a bombardé des positions, je crois, du Hezbollah dans la plaine de la Beka. Mais nous n'avons pas désigné telle ou telle partie du peuple libanais comme nos ennemis. Nous répliquons. Quant à moi, je m'en tiens à la doctrine qu'avait établie M. Chirac, après que nous ayons été horriblement humiliés en Serbie. Et il avait dit, dorénavant, quand on frappe un Français, même sous casque bleu, on réplique. Alors moi je dis, moi président, puisque vous avez utilisé cette expression, je dirais, je vous préviens, là où nous mettons des militaires sous casque bleu, qui nous frappe sera frappé. Ça demande des moyens, pardon, je reviens un peu en arrière, mais ça demande des moyens. Ça demande de les avoir, les moyens. Oui, et alors? On les a pas, d'après vous? Mais je reviens aux 36 milliards que vous n'avez pas voté, la France Insoumise, hier à l'Assemblée nationale. Pardon. Donc vous pensez qu'il n'y a pas d'armée à cause des 36 milliards qu'on n'a pas voté? Je dis juste que ça va demander toujours plus d'efforts. Comment vous le savez? Qu'est-ce qu'il y a dans les 36 milliards qui correspond à équiper une force d'interposition? Une force d'interposition. Attendez, oublions les 36 milliards d'hier. Vous donnerez plus de moyens. Non, mais d'accord, je reviens en arrière. Oublions-les. Oui. Vous donnerez plus, vous, président, voilà, vous donnerez plus de moyens aux armées? Je donnerai les moyens nécessaires. Moi, je suis pacifique, mais pas pacifiste. C'est un autre courant. Et je reconnais qu'à ce moment de ma vie, ça me fait beaucoup réfléchir, ce que disent les pacifistes. Mais on n'en est pas là. Et la France est engagée dans tant d'accords et tant de contrats qu'il va bien falloir respecter tout ça. Nous devons nous doter des moyens nécessaires. Mais vous êtes parti d'un cas bien particulier, les forces d'interposition. Bien, s'il y a des Français, il y en a 700 là-bas, sous casque bleu, je préviens tout le monde, c'est-à-dire les milices ici, les États voisins, et qui le voudra. Vous tapez en français, les Français tapent. Voilà ce que j'ai à dire. Et je pense que quand on dit ça à l'avance, les gens se disent, il vaut mieux éviter d'aller chatouiller les Français parce que ça va mal tourner. Et si quelqu'un nous cherche chinoise, eh bien, je parle d'un État, mettons qu'un État nous cherche chinoise, eh bien, nous déploierons le porte-avions devant, parce qu'il y a dessus 23 rafales et qu'il y a de quoi faire réfléchir tout le monde à l'idée de se frapper avec nous. Et si nous avons des troupes, comme c'est le cas dans le cas de la FINUL, eh bien, ils ont le matériel suffisant et on dit, je vous préviens, nous sommes là pour nous interposer, c'est le mandat que nous a donné l'ONU, si vous passez, on tire. Dans ce cadre-là, donc, pour vous, envoyer le porte-avions et se mêler militairement à l'affaire, ce n'est pas un problème. Quand je vous interrogeais sur le sujet du porte-avions concernant l'Iran, vous disiez c'est pas notre guerre, on est trop près de la zone de conflit. Là, en revanche, vous dites moi je suis prêt à l'envoyer le porte-avions. Mais oui, il n'y a aucune contradiction, c'est même le prolongement. Vous m'avez donné le cas très précis de la FINUL au Liban. La FINUL est une organisation des Nations Unies, dont nous sommes membres du Conseil de sécurité. Donc nous faisons partie de ceux qui ont décidé qu'il y aurait là des troupes. Il y a 700 Français qui s'y trouvent. Dès lors que les Français sont là pour faire de l'interposition, la France respecte sa parole. Elle s'interpose. Si quelqu'un rentre ou si quelqu'un veut sortir, on s'interpose. Voilà. Je ne vois pas où il y a contradiction. Je dis seulement que les Français déploieront toujours, tout le temps, tous les moyens dont ils ont besoin pour se défendre. Alors, le temps file. On a encore pas mal de dossiers à voir ensemble, vous en conviendrez. Je voudrais qu'on parle de la Chine. Pourquoi je parle de la Chine maintenant? C'est parce qu'on comprend bien que dans la situation au Moyen-Orient, vous avez raison, une grande partie de l'équation se joue du côté de la Chine. D'ailleurs, Donald Trump s'y rend la semaine prochaine. Waouh. Beaucoup de choses vont s'y jouer très certainement. Vous, Jean-Luc Mélenchon, vous voulez un pacte avec la Chine?
Oui. Lequel? De quoi on parle précisément? Je dis ça depuis longtemps parce que la première fois que j'ai parlé d'une coopération privilégiée avec la Chine, c'était dans mon livre qui s'appelle « Qu'ils s'en aillent tous », c'est en 2010. La Chine, en 40 ans, s'est hissée d'un coup, suivant la formule de Perfit, elle s'est réveillée. Il avait dit le jour où elle se réveillera. En 40 ans, ils sont passés d'un niveau de sous-développement à être la nation en tête dans à peu près toutes les techniques les plus modernes et les plus contemporaines. Ce qui n'est pas le cas des États-Unis d'Amérique. Et donc, la logique veut qu'on s'entende avec ceux qui sont aussi les plus dynamiques et qu'on n'aille pas s'encombrer de faire une exception seulement parce que les Américains ne sont pas d'accord avec les Chinois. Non, certains vous diraient, on peut faire une exception parce que c'est la répression en Chine, parce que c'est les Tibétains, les Ouïghours, les minorités, c'est les extensions de systèmes de surveillance, c'est le parti unique, c'est le caractère autoritaire, voire la dictature. Certains vous répondraient, voilà pourquoi on ne peut pas faire de pacte avec la Chine. J'entends l'argument, mais je leur dirais alors, par voie de conséquence, vous êtes pour qu'on ait le même traitement à l'égard de tous les pays qui ne respectent pas les règles démocratiques que nous considérons, nous, et moi le premier, qu'elles sont essentielles à la vie d'une nation. Les États-Unis et la Chine, vous les mettez sur le même plan? Je n'ai pas dit ça, c'est vous qui le prenez comme ça. Je vous pose la question, point d'interrogation. Si vous voulez. Les États-Unis d'Amérique sont un des pays qui met le plus de monde en prison. 2% de sa population. Et très curieusement, tous sont souvent noirs, voyez-vous. Les États-Unis d'Amérique n'ont pas les mêmes valeurs que nous, parce qu'ils n'ont pas signé des dizaines de conventions que nous avons signées. Le travail forcé des enfants, les mines antipersonnelles, etc., etc. Je ne vous fais pas toute la liste. Il faut arrêter la vision bisounours d'un monde où il y a des gentils et des méchants de l'autre. Et nous sommes juste la France. Et nous voulons être indépendants. Et nous voulons être autonomes. Et donc, vous vous placez souvent sur le champ des valeurs. Et la Chine n'est pas une dictature? Mais bien sûr que si, c'est écrit dans leur constitution. Alors quoi? Pactiser avec une dictature. Et on pactise avec des royaumes, on pactise avec des régimes qui sont brutaux, on pactise avec M. Netanyahou, non? C'est en ça, M. Netanyahou, à votre avis, quelqu'un qui a décidé tout ce qu'il a décidé et qui a organisé un génocide? Non, c'est pas un problème. Non, c'est pas un problème. Ben pour vous, c'est pas un problème, pour moi, c'en est un. Bon, moi, je suis là pour poser des questions. Je parle pas de vous. Je ne suis pas en train de me discuter avec vous. Revenons au pacte. Alors, du coup, quel pacte concrètement avec Pékin? Donc, nous revenons à des choses plus maîtrisées. Vous nous dites que vous le ferez, le pacte. Alors maintenant, on a envie de savoir quelle sera la durée de ce pacte. Alors, d'abord, comprenons pourquoi. Et pourquoi c'est une tradition française, dans le non-alignement. Le général de Gaulle a reconnu la Chine en 1964. C'était le seul pays au monde qui avait fait un truc pareil. C'était la Chine de Mao. Hein. Et je rappelle qu'à l'époque, l'armée rouge, comme il disait, était à 48 heures de Paris. D'accord donc, excusez-moi, je ne sais pas après vous que j'en avais en disant vous. Non, mais je veux qu'on se comprenne. Les questions et on bien échange... sûr, non, mais les questions étant un peu abruptes, des fois il arrive que les réponses le soient aussi. Mais tâchons de bien manager notre affaire. Donc, la Chine est un partenaire hors du commun. Hors du commun. Et maintenant, c'est la première puissance manufacturière du monde. Les États-Unis d'Amérique ont amorcé un processus qui leur a volé en éclats dans les mains. La puissance des États-Unis, ils disent eux-mêmes, il n'y a pas de solution de marché à la compétition avec la Chine. Cette phrase veut dire il n'y a pas d'autre issue que la guerre. Ce n'est pas mon point de vue. Dans la tradition gaulo-mitterrandienne, nous avons reconnu une Chine, et la seule. Une seule Chine. Et nous l'avons votée aux Nations Unies quand la République populaire de Chine est entrée et qu'on a fait sortir Formose, c'est-à-dire Taïwan d'aujourd'hui. Ce que je suis en train de vous dire, si ceux qui nous écoutent seraient surpris de l'entendre et qu'ils se disent, non pas ce qu'on dit d'habitude chaque fois que quelqu'un est en désaccord avec moi, il dit « Ah ben il est pour les Chinois ». Je ne dis pas pour les Chinois, je suis pour la France. Et donc, dans le cas de la Chine, je suis pour qu'on ait un accord avec eux sur tous les sujets où il y a lieu d'avoir un accord avec eux. Donc, économie? Bien sûr. Quoi d'autre? Eh bien, les avancées, celles du premier rang. Je vais vous donner un exemple, l'espace. Pourquoi serions-nous rivés au pacte qu'on a fait avec les Américains? Bon, c'est nous qui fournissons la fusée, c'est les Allemands qui payent. Pourquoi on fait tout ça? Pourquoi il y a cet accord Artemis qui prévoit, alors on va faire le tour de la Lune. Bon, d'accord, il y a déjà un robot chinois là-bas, sur la face cachée de la Lune. Et donc, et on revient, et on va y retourner. Et au premier vol habité, il y aura un Allemand, pas un Français. Au deuxième, il y aura un Italien, pas un Français. Au troisième, il y aura un Français. Nous sommes la première puissance spatiale européenne. Pourquoi
pourquoi irions-nous nous embarquer dans ce radeau de la Méduse qu'est la station orbitale dite occidentale, où on a envoyé l'avant-dernier équipage qu'on a envoyé était parti pour 9 semaines, ils sont restés 9 mois, plus personne ne savait les ramener. Tous les 6 mois, la Chine fait un aller-retour entre sa station spatiale et la Terre et prépare une expédition sur la Lune. Pourquoi nous ne serions pas partis avec les Chinois de ce travail-là? De la même manière, les Indiens, qui sont leurs voisins, ont aussi un programme spatial, on travaille avec eux depuis toujours. Pourquoi on n'aurait pas un programme commun avec eux, par exemple sur les scaphandres et les sujets qui intéressent les Indiens? Beaucoup craignent que cela permette de mettre le doigt dans un engrenage avec un prédateur économique, mais la ça, Chine. c'est déjà fait, alors. Donc en fait, trop tard. Ah bah oui. Donc maintenant, il faut essayer de rattraper. Mais on a voulu, écoutez... Pour ne pas se faire trop dévorer. Ah bah, il fallait pas être trop mariole au début, si vous voulez. Qu'est-ce qui s'est passé? La Chine était dans un état pas croyable. Les Américains arrivent en 1972. En 1971, ils décident que le dollar ne s'en change plus contre rien de matériel. Ils ont leur accord qui fait que le moindre baril de pétrole ou de matière première est payé en dollars. Donc ils n'ont même pas à se donner le mal que nous donnons dans tous les pays d'être obligés de produire autant qu'on dépense. C'est plus leur problème. Ils dépensent sans compter. Ils vont voir les Chinois et ils leur disent « Eh bien vous allez faire la production à bas prix et comme on va vous l'acheter, vous aurez beaucoup d'argent et que vous ne savez pas quoi en faire, vous achèterez des bons du Trésor. » Qui a organisé tout ce bazar? Les Nord-Américains. Et maintenant, la Chine est devenue une grande puissance, parce que c'est une puissance millénaire. Les Chinois avaient un État quand nous, on était encore dans les arbres. Vous comprenez? Taïwan. Question sur Taïwan. Quand on parle de la Chine, on pense vraiment à Taïwan. Vous savez que les manœuvres militaires sont extrêmement importantes, peut-être même en ce moment même, dans le détroit de Formose, avec une montée en puissance militaire qui est assez majeure. Il faudra certainement qu'on s'y arrête d'ailleurs un peu plus. Mais Taïwan, vous estimez que Taïwan... C'est la Chine. C'est la Chine. Oui. Pas d'indépendance. Ils ont une monnaie, ils ont leur gouvernement, mais pour vous, Taïwan, c'est la Chine. Oui. L'histoire, c'est... Donc si les Chinois prenaient Taïwan, vous soutenez? Bon, je l'ai dit à la tribune de l'Assemblée nationale. C'est clair qu'il y a un problème. Je ne suis pas le seul à parler comme ça. Tout de même, qu'on veuille bien s'en souvenir. Le Premier ministre canadien vient d'aller en Chine après s'être disputé avec M. Trump. Et en arrivant, il a commencé par dire « Ah, mais pour nous, il n'y a qu'une seule Chine ». Ensuite, le Premier ministre espagnol y est allé, après s'être disputé avec M. Trump, et il a dit « Pour nous, il n'y a qu'une seule Chine ». Donc, vous voyez que je suis bien accompagné, un libéral canadien et un social-démocrate espagnol. Alors, on peut imaginer que moi, je puisse commencer mon discours en disant « Il n'y a qu'une seule Chine ». Après, il y a un problème. Eh bien, c'est aux Chinois de le régler. Et il faut que nous, on espère, on agisse, on intervienne de manière polie, respectueuse, pour que ça se passe dans le calme. Pour les empêcher, non? Les empêcher de quoi? De prendre Taïwan. Pour vous, on ne les empêche pas de prendre Taïwan, on ne s'oppose pas, on ne cherche pas à ralentir le bras chinois? Mais vous voyez, 3 expressions en une phrase. Oui, ralentir, empêcher, c'est pas de même nature. Non, c'est vrai. Bon, ralentir, on discute, on parle. On peut parler avec les Chinois. On n'est pas obligé de les menacer. On peut parler respectueusement et amicalement. Et après, s'ils interviennent, c'est tout autre chose qui va se passer. Que fait-on? Nous ne nous en mêlerons pas. Voilà. Si je suis le président de la République, nous ne ferons jamais la guerre à la Chine. Si vous êtes président de la République, vous aurez à faire une déclaration. Elle serait de quelle nature, cette déclaration? On verra, parce que je n'ai pas l'intention de mettre toutes mes cartes sur la table, prévoyant ce qu'on aura à faire à ce moment-là, où il faudra être un peu plus rusé et un peu plus habile que dans du tout noir, tout blanc. Nous ne ferons pas la guerre à la Chine. Parce que je vais vous dire, madame, dans un langage un peu rude, ce qui se passerait. Pour abattre la Chine, il faut au moins 20 à 30 bombes nucléaires. Et la France, un coup, et il n'y en a plus. Par conséquent, nous n'avons pas le rapport de force qui nous permet, si on voulait imaginer une guerre. C'est fini le 19e siècle où on rapplique avec nos amis anglais et où on détruit le palais d'été qui était une merveille de l'art chinois pour obliger les Chinois à acheter de l'opium. Cette époque-là, celle du colonialisme, est tournée. Il ne faut pas recommencer les mêmes erreurs.
Il ne faut pas avoir un rapport avec la Chine qui soit un rapport colonial, parce que, même si on le voulait, on n'en a pas les moyens. Donc, il faut avec la Chine s'entendre. Et voyez-vous, les Chinois sont plus malins que la moyenne de ce que j'entends dire de l'autre côté, côté américain. Eux, ils disent, nous voulons la stabilité du monde. Est-ce que vous savez que la Chine a mis au point un système pour les transactions financières? Aujourd'hui, c'est SWIFT. C'est un truc qui est belge. Alors, il faut entre 24 heures et 48 heures quand vous faites un échange international. D'accord? C'est vous qui m'achetez. Alors, SWIFT vous téléphone et vous dit, tiens, voilà le numéro de code. À moi, voilà le numéro de code. Je vous envoie le numéro de code. Après, vous prenez les sous. Vous avez compris? Bien. Les Chinois, ils ont inventé la même chose. Et ils l'ont mis en circulation. Mais eux, c'est pas 24 heures ou 48 heures. C'est pas idéologique, leur système. Ça prend 7 secondes. 7 secondes. Ils ont donc un système qu'ils ont établi dans toute l'Afrique. Toute l'Afrique passe par ce système. Tous les pays d'Asie passent par ce système. Donc il n'est pas vrai que les Chinois seraient pris d'une sorte de folie militaire, qui voudraient envahir tout le monde. Ça, c'est une vue de l'esprit. Ce que visent les Chinois, c'est sûr, c'est la stabilité de ce qu'ils ont commencé à construire, pendant que les autres disaient rien. C'est-à-dire que 90% des bateaux du monde se fabriquent là-bas, que les terres rares, pour l'essentiel, c'est eux qui les ont, qu'on espérait leur vendre le TGV, on n'a plus besoin, ils se le fabriquent tout seuls, que les Allemands espéraient leur vendre un train magnétique, ils l'ont déjà fait tout seuls. Donc il faut quand même vivre avec son temps. Donc, dans ce temps, ils sont très forts, il faut donc négocier. La Chine, partenaire. Oui. L'Ukraine et la Russie. Mathilde Panot, j'entendais Mathilde Panot cette semaine qui disait Jean-Luc Mélenchon, c'est le seul qui saura tenir tête à Trump et à Poutine. Bon, Trump, on en a parlé. Poutine maintenant. Toujours dans le même exercice, Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes élu président de la République. De quelle manière vous tenez tête à Vladimir Poutine? Quelle attitude vous adoptez? Est-ce que vous lui parlez? Est-ce que vous le rencontrez? Et est-ce que vous mettez en branle rapidement un rapprochement que vous appelez de vos voeux, c'est-à-dire le rétablissement du gazoduc Nord Stream, qui est, je le précise pour nos téléspectateurs, le principal canal d'approvisionnement depuis la Russie, ce qui veut dire quand même un retour dans le concert européen? Oui, alors commençons par ça, si vous voulez bien. C'est que, bon, d'abord, Poutine, avec mes modestes moyens, ça fait un moment que je lui tiens tête. C'est-à-dire, comme militant politique, j'ai fait des pétitions, j'ai fait des tribunes. Je suis le seul homme politique français qui a été à Moscou tenir une réunion d'opposition de gauche. C'était avec Sergueï Udaltsov, qui était le président du Front de gauche. Il venait de sortir de prison, où il venait de faire 4 ans et demi. Il est retourné depuis, car j'ai rompu avec lui quand il a approuvé l'invasion de l'Ukraine, mais ils l'ont quand même mis en prison. Donc ça fait un moment que je suis dans une relation d'opposition et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous accueillons à Paris des opposants russes qui sont pour la paix. Et d'ailleurs j'avais eu l'appui et l'aide de M. Macron pour donner des visas aux gens à l'époque où ils faisaient la queue pour en avoir, pour les rapatrier le plus vite possible. Et j'avais remercié le président sur une chaîne de télévision. Mais aujourd'hui, que feriez-vous? D'abord, la question à se poser, c'est à quoi on veut arriver. Les Américains ont joué leur partie. Alors, je ne sors pas de l'œuf, moi, donc on ne me raconte pas des histoires d'il y a 5 minutes. Les Américains ont joué une partie terrible. Après avoir gagné la guerre froide, puisque l'URSS s'est effondrée sur elle-même, il n'y a pas eu un coup de fusil de tiré, mais l'URSS s'est effondrée. Eh bien, on a commencé à faire entrer tous les pays dans l'OTAN alors qu'on avait dit qu'on ne le ferait pas, et la Russie avait dit il y a 3 lignes rouges. Le Kaliningrad, la Géorgie, et de l'autre côté, l'Ukraine. Au moins, on savait à quoi s'attendre. Alors, on a fait toutes les pressions du monde. Et puis, pour finir, les Russes ont craqué et sont entrés en Ukraine, pensant qu'ils se débarrasseraient du problème en 24 heures. Ils sont entrés à 5 heures du matin. À 6h30, je faisais une déclaration contre cette guerre, car je suis contre l'annexion des voisins. Partout dans le monde, que ce soit au Moyen-Orient ou que ce soit ailleurs. Je ne suis pas d'accord. Nous, les Français, nous avons été envahis 4 fois par notre voisin. Et donc, il faut combattre cette attitude? Est-ce que vous la combattrez en tant que président de la République? Et de quelle manière? Donc, nous aidons l'Ukraine, je crois. Nous avons des engagements qui sont pris. Et je suis pour qu'on s'y tienne. Mais à quoi veut-on arriver? C'est ça qui compte. Sinon, on agit comme ça. Le matin, on a une idée. L'après-midi, une autre. Après, un coup de téléphone. Ça, c'est du Macron. Moi, je vous parle quel but on veut sérieusement atteindre. Le mien, il est clair. Je veux ramener la Russie dans la famille européenne. Alors on en est loin,
Je ne vais pas vous dire que c'est simple. Mais c'est ça le but. Oui, mais là, vous êtes d'accord pour dire qu'en l'état actuel des choses... Ah ben non, c'est pas possible. Donc, à quel terme, quels seraient les termes qui définiraient un retour de la Russie Mais d'abord, il faut qu'ils sortent d'Ukraine. Totalement. Ah ben, il faut qu'ils sortent d'Ukraine. C'est pas ce qu'ils ont prévu, hein, totalement, parce que j'entends le mot. Mais Trump et Poutine et Zelensky, on a vu à la télévision la petite scène où Macron appelle Trump pour lui dire il est d'accord avec tout. Le tout, c'était ce que proposaient Trump et Poutine. C'est-à-dire qu'il occupait une partie du Donbass, la partie russophone de l'Ukraine. Et naturellement, comme les Ukrainiens ont tellement maltraité les russophones, il y a une grande haine. Mais attendez, laissez-moi finir. Moi, c'est moi qui me suis scandalisé à ce moment-là en disant « Vous êtes prêts ?» à dire qu'une partie du territoire va passer chez les Russes, mais enfin c'est une mauvaise blague, vous ne leur demandez même pas leur avis. Vous parlez de référendum pour les populations concernées. Oui. Mais imaginons il y a le référendum. La partie concernée dit on veut passer du côté russe. Vous croyez vraiment, Jean-Luc Mélenchon, que les Russes vont s'arrêter là, vont se dire ok très bien, le Donbass est revenu à nos côtés, fin de l'histoire? Alors est-ce que l'ambition russe... Non mais c'est pas à moi que la question est posée, parce que si on va de ci en ci, est-ce que les Russes vont devenir gentils? Non, ils sont toujours Russes. Alors du coup, comment on fait avec eux? Mais je règle les problèmes un par un, dans mon esprit, comme moi je vois les choses. Si le but c'est de les ramener, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir une négociation avec eux sérieuse. Une négociation sérieuse, c'est pas des petits coups de téléphone pour arranger je sais pas quoi. C'est une négociation, on leur dit écoutez, vous sortez d'Ukraine, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Vous ne pouvez pas gagner la guerre, ils ne peuvent pas la gagner non plus. Vous allez continuer combien de temps? Quelles seraient les bases d'un bon accord? Les bases d'un bon accord, c'est des sécurités mutuelles. Sécurité pour l'Ukraine, sécurité pour la Russie. Et sécurité pour nous, qui sommes la troisième partie. Nous, les Français. Nous avons des exigences de sécurité à l'égard des Russes. Lesquelles? Pas de missiles intermédiaires sur le sol de l'Europe tournés vers nous. Pas de missiles qui puissent nous atteindre. Par conséquent, je suis absolument contre le fait que les Américains déploient sur le sol européen des missiles pour frapper les Russes. Et je suis donc pour que les Russes retirent les leurs. Quand vous parlez comme ça, vous parlez sérieusement à votre interlocuteur. Pardon, mais pour les Russes, ça restera des mots. Non, madame, ça, c'est pas possible de parler comme ça. Donc vous ne croyez à la parole de personne à part celle des Américains? Ah non, j'ai jamais dit ça. Pardon, madame, mais les Russes se sont engagés avec nous. J'interroge toutes les positions depuis le début de cette émission. Mais bien sûr, mais vous ne pouvez pas partir continuellement de l'idée que les Russes sont des menteurs, que les Russes sont des tricheurs, et qu'en toutes circonstances, ils ne respecteraient pas les accords. Parce que je me permets de faire remarquer qu'on était plus en sécurité pendant la guerre froide que maintenant que c'est le capitalisme partout. Parce que moi, j'ai pas perdu de vue que les Russes dont on parle aujourd'hui, c'est les Russes d'une nation capitaliste, qui défendent des intérêts capitalistes, vendre son pétrole, faire des affaires, accumuler du pognon tant et plus. Voilà, c'est ça leur but dans la vie. Moi, j'ai pas les sympathies que d'autres peuvent avoir avec ce type de régime. Donc moi, ce que je vous dis, c'est que nous avons un intérêt puissant à pouvoir arriver à les ramener côté Europe. Pourquoi? Parce que la guerre va mettre en cause rapidement, un jour ou l'autre, à nouveau, les centrales atomiques ukrainiennes. Et que l'Ukraine est sur des fleuves qui se déversent dans la mer Noire. Et que la mer Noire, c'est la mer qui communique avec la Méditerranée. Et que c'est donc 500 millions de personnes qui sont concernées par un possible accident nucléaire. Les Russes le savent, ils n'ont pas plus intérêt que nous à voir la mer Noire dont ils sont riverains devenir tout d'un coup une poubelle radioactive. Et nous avons combien d'autres intérêts sur cette mer de Méditerranée. Mais je reste sur les Russes. Ils ont intérêt à un accord. Et alors, je me permets de faire remarquer que quand même, alors à moi on me charge les poux dans la tête quand je dis qu'il faut les faire revenir, et voilà que M. Trump, tout d'un coup, décide que, puisque c'est comme ça et qu'on manque de pétrole, il n'y a qu'à en demander aux Russes, alors qu'on vient de le leur interdire. Qui a fait sauter Nord Stream? Quand Nord Stream a commencé à être conduit, le grand gazoduc, les Américains ne voulaient pas en entendre parler. Pourquoi? Parce qu'ils sont humanistes, parce qu'ils n'aiment pas le... Bon, tout ça, c'est des blagues. C'est parce qu'eux, ils ont à vendre du gaz et du liquide et du pétrole de schiste. Et que le jour où on a fait sauter Nord Stream, eh bien, le lendemain, il a fallu acheter l'essentiel de notre gaz, nous approvisionner auprès des Nord-Américains. Donc, il y a deux conclusions. Excusez-moi, je termine là-dessus. Il y a deux conclusions rapides. Premièrement, il faut un bon accord avec les Russes. Deuxièmement, il faut sortir de la civilisation du pétrole, dont les Russes et les Américains sont des porte-parole. Est-ce qu'ils ne devraient, vous savez, certains vont se dire, encore une fois, Jean-Luc Mélenchon, est-ce que le premier point, ça ne devrait pas être, il faut aider les Ukrainiens à gagner cette guerre, les aider le plus possible par tous les moyens pour gagner cette guerre? Par tous les moyens, non, madame. On ne donnera pas de bombes atomiques
pour l'Ukraine. Il n'y aura pas de guerre atomique si c'est moi le président, il n'y aura pas de guerre. Je ne veux pas bombarder les Russes. Voilà, je ne veux pas. Parce que je n'oublie pas d'abord qu'eux ont perdu 20 millions dès l'heure. Et je vous le redis, ils tirent une fois et c'est fini pour nous. Parce qu'il faut se rappeler qui on est. On est le pays qui est au bout du continent. Nous avons une doctrine qui a été établie par De Gaulle, pas par un gauchiste. Et cette doctrine dit, nous ne permettons pas qu'on nous touche un cheveu. Si vous nous touchez un cheveu, on vous frappe nucléairement. Est-ce que cette doctrine s'applique, oui ou non? J'ai l'impression qu'elle ne s'applique plus. Car si on l'avait appliquée, il aurait fallu taper dès que l'Ukraine a été envahie, puisque nous étions liés à elle par des accords d'amitié, et fort heureusement, pas par des accords militaires. La seule erreur politique que j'ai faite dans mes appréciations dans ma vie, elle est venue du fait qu'une fois j'ai cru mon gouvernement, le gouvernement français, qui nous disait « nous avons les moyens de voir ». Vous savez qu'on les a. On sait ce qui se passe. On a les satellites, qui nous permettent de savoir. Et la ministre des Armées, Madame Parly, avait dit « nous avons des moyens de voir, nous voyons, et nous ne tirons pas les mêmes conclusions que les Russes, que les Américains. Les Russes n'interviendront pas. » Un mois après, ils intervenaient. Par conséquent, c'est le réalisme et l'entente qui permettent de savoir de quelle manière il faut agir. Je vous redis, je suis certain que les Russes sont prêts à un accord honorable. Ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner la guerre. Ces gens sont réalistes. Les Ukrainiens ne peuvent pas non plus la gagner. Nous devons aider les Ukrainiens à résister, mais nous ne devons pas faire d'escalade. On ne joue pas à la guerre, parce que les Français n'en ont pas les moyens. Le temps file encore une fois, je suis obligée d'avoir les yeux sur l'horloge, vous le savez très bien. Je voulais revenir sur l'autre dossier international parce qu'on pourrait faire 1h30 sur la Russie et l'Ukraine, j'en doute pas, et ce sera certainement l'occasion d'autres discussions et il y aura certainement pas mal de réactions. Mais il faut qu'on parle, puisque le temps avance, de l'Algérie également. L'Algérie, j'avais l'intention d'en parler, mais l'actualité s'est un peu plus imposée ces dernières heures, parce que Emmanuel Macron dit vouloir restaurer un dialogue, je cite, efficace avec l'Algérie. Et l'ambassadeur français sur place va reprendre ses activités. Annonce du jour. La ministre des Armées, elle s'y rend vendredi pour commémorer la répression française de Sétif de 1945. Sur la route du dégel, point d'interrogation. Et si oui, vous le saluez? Vous saluez cette démarche? Je ne vais quand même pas saluer des gens qui ont fichu une pagaille pareille sur le sujet. Mais oui, j'approuve cette orientation, et je la trouve plus intelligente, plus réaliste que celle de M. Retailleau, qui a envie de recommencer la guerre d'Algérie, vivant dans des nostalgies idéologiques qui n'ont aucun intérêt. Ils nous ont mis dans une situation pas croyable, comme toujours avec la mentalité coloniale, parce qu'on pense que les Algériens, ils ne doivent pas nous dire ceci, ils ne doivent pas... Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Les Algériens sont des gens raisonnables, et on discute raisonnablement avec des gens raisonnables. Il y a un problème avec le rapatriement en Algérie des gens qui n'ont pas les titres pour rester en France. Bon, vous croyez que vraiment ça vaut la peine qu'on fiche un chaos pareil dans nos relations? Discutons avec les Algériens jusqu'à ce qu'on s'entende. Et puis si j'ai quelque chose à dire à cet instant, à cette minute, c'est de m'adresser à M. Abdelmajid Tebboune pour lui dire « Président, maintenant vous avez dans vos mains la libération du journaliste M. Glaise. » Et le journaliste M. Glaise, il a renoncé à son recours à la Cour de cassation, de sorte qu'à aucun moment vous n'ayez le sentiment qu'un Français cherche à provoquer l'Algérie. Il dépend de votre grâce qu'il puisse être libéré. Alors faites-le pour qu'on reprenne des relations normales entre nous, on discute, des fois on n'est pas d'accord, des fois on est d'accord, mais on ne se fait pas cette tension permanente. M. Retailleau a beaucoup nui à la France, beaucoup nui à la France. Oui, je n'ai pas précisé, mais le gouvernement français fait savoir qu'il y aura une attention prioritaire accordée au retour de Christophe Glaise, le journaliste. Sur ces sujets, les Français, quel que soit notre bord, on est plutôt solidaires à chaque fois pour aider les nôtres à être sortis de prison quand ils y trouvent. Je reviens sur Emmanuel Macron un instant vis-à-vis de l'Algérie. Emmanuel Macron qui a beaucoup fait parler de lui parce qu'il a récemment parlé des mots, utilisé, pardonnez-moi, le mot maboule, en parlant de ceux qui veulent se fâcher avec l'Algérie. Ce sont des mots que vous pourriez reprendre vous-même. Eh bien non, parce que ça se fait pas, il paraît. Et le malheureux, il s'est fait traiter de tous les noms parce qu'il avait dit maboule. Bon, alors nous, les pieds noirs, on dit badjock. Bon, j'ai pas envie de faire ça. Je pense que ceux qui ont... Parce que c'est fait, alors c'est pas la peine d'en rajouter.
Mais ceux qui ont organisé cette tension avec l'Algérie se sont comportés d'une manière irresponsable. Et alors après, on est arrivé sur la question, là il s'agissait de la reconnaissance des médecins algériens qui travaillent en France et de leur faciliter la vie. Mais il faut voir comment on se comporte grossièrement. Ces gens nous aident et sans eux on ne peut rien faire fonctionner. S'ils n'étaient pas là, donc on devrait les traiter avec respect, reconnaître leur diplôme. S'il y a un doute, eh ben, on vérifie. Et eux-mêmes seront les premiers à dire qu'ils sont d'accord pour que cela se vérifie. Il faut faire baisser la température. Nous avons besoin mutuellement les uns des autres. Et puisque nous parlons de l'Algérie, voyez-vous, il y a des tâches plus urgentes que de permettre aux nostalgiques de la guerre d'Algérie, nous devons nous entendre à toute vitesse avec les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, les Libyens, tout le tour de la Méditerranée. Moi, je prends le petit bassin. Je suis un partisan d'un accord privilégié du petit bassin. C'est-à-dire, pas Mauritanie, on peut les mettre, mais bon, Maroc, Algérie, Tunisie, on avait mis la Libye, et de l'autre côté, les Italiens, les Grecs, les Français, les Espagnols, et on y met les Portugais. Ça fonctionnait. Ça a été détruit. Puis M. Sarkozy a proposé qu'on le réhabilite, et c'était une très bonne idée. Et là-dessus, les Allemands ont dit « Ah non, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous n'allez pas faire vos affaires ensemble. » Bon, tout ça est parti à volo et maintenant ne fonctionne plus. Mais nous avons un intérêt vital, l'eutropisation. La mer Méditerranée se réchauffe plus vite que les autres mers. Donc ça s'évapore davantage et ça retombe autour dans des conditions désastreuses de cataractes de flotte qui arrivent. Nous avons besoin, alors les incendies tous les étés, nous avons besoin d'un service commun de sécurité civile pour les incendies. Ça, c'est urgent. Plus urgent que d'aller s'enguirlander pour des histoires qui n'en valent pas la peine. La mer Méditerranée étant une mer qui se réchauffe plus vite et que nous, les Européens, nous déversons là-dedans tous nos fleuves qui sont remplis de produits de toutes sortes, la mer Méditerranée est en train de se tropiser. C'est-à-dire qu'il y manque de l'oxygène et qu'il y a toutes sortes de cochonneries qui fait qu'il y a des algues partout et que ce qui est vivant, les poissons et le reste, en train de mourir. Ça, c'est urgent. Et pour ça, il faut s'entendre avec l'Algérie. Parce que l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, n'en déplaise aux néocolonialistes, ont des ingénieurs de très haut niveau, ont des gens capables de faire avec nous des équipes qui s'occuperaient des incendies, de l'eau, de la mer, enfin des choses sérieuses. Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, il va se rendre en Afrique. Vous avez souvent... Depuis votre première candidature, vous en êtes à la 4e, mais donc la première candidature, vous avez souvent attaqué Emmanuel Macron sur sa politique en Afrique. Vous avez dit un jour sur LCI ne pas avoir l'intention d'assumer la responsabilité des actes d'Emmanuel Macron. Vous avez parlé par le passé de paternalisme, de manque de respect et de néocolonialisme. Là, il y va pour signer notamment des accords. C'est un continent d'avenir, l'Afrique, vous en conviendrez. Vous y allez, vous, Jean-Luc Mélenchon, pour signer des accords. Mais ce ne serait pas du néocolonialisme pour autant? Non, alors bon, ne nous encombrons pas de mots qui, à un moment donné, s'appliquaient à un cas particulier. Pardon de vous dire que quand on dit à un chef d'État, à côté duquel on est assis, tiens, où il est passé, il est parti réparer la clim, on peut considérer que c'est du niveau du vocabulaire de Tintin au Congo. Ce n'est pas acceptable. Et ce n'est pas acceptable d'avoir dit à M. Tshisekedi, au Congo, qui est le pays francophone le plus nombreux du monde, ils sont 100 millions, de lui avoir dit « Ah oui, votre élection, c'est un arrangement à l'africaine ». Non, on ne parle pas comme ça aux présidents africains, et moi, je ne le ferai jamais. Je pense qu'il faut tourner la page. Mais le dégât est immense. On s'est fait fiche dehors de 5 pays. Alors, il y en a qui sont particulièrement doués. Monsieur Barrot, il va au Tchad, où on a reconnu le fils de M. Déby qui avait été assassiné, c'est pas ce qui est prévu par la Constitution. Pourquoi les Français reconnaissent ça? On ne le saura jamais. Ils quittent le Tchad, et le lendemain, le Tchad fiche nos troupes dehors. Bon, c'est pas très élégant de leur part, parce que quand même, on a fait du boulot là-bas. Il arrive au Sénégal, et la même chose nous arrive. Non, nous avons été transformés en pestiférés en Afrique. Il faut réparer les dégâts. Nous avons, pour nous, quelque chose d'abord d'essentiel que vous avez rappelé. La dynamique démographique du monde, est en Afrique. À la fin du siècle, 9 personnes sur 10 qui parleront français seront en Afrique. Est-ce que ceux qui nous écoutent doivent intégrer ça? Nous avons donc un trésor commun, comme disait Thomas Sankara, une prise de guerre commune, c'est la langue commune, le français. Alors, j'ai dit une fois, matière de blaguer et puis de me faire comprendre, que j'aurais aimé qu'on dise la langue commune, pour qu'on dise, qu'on comprenne qu'elle va se créoliser. Je suis partisan d'une académie de la francophonie. Bref, des choses qui nous rapprochent, parce que culturellement,
C'est un espace formidable pour nous, mais pas à la coloniale. Par exemple, je propose de faire une université des métiers de l'espace. Vous avez, je crois, 7 ou 8 pays ou 17 africains qui ont une politique spatiale. Il y a même une agence maintenant africaine qui est installée au Caire. Je suis pour une université de la mer, des métiers de la mer. Donc la langue française nous servirait de moyen d'échange. La politique de M. Macron, pardon, mais c'est le en même temps. Alors on est francophone et on met comme secrétaire général de la francophonie une Rwandaise anglophone. Et en plus d'un gouvernement qui ne cesse de dire du mal de nous. Donc tout ça c'est fini. Moi, président, le secrétariat général de la francophonie sera assumé par un pays francophone, à mon goût, mais je ne ferai que donner mon avis, par un Africain. Je sais que Mme Lumumba est candidate, la petite fille de Patrice Lumumba, est candidate au nom du Congo à la direction de la francophonie. Jean-Luc Mélenchon, les cloches sont là pour nous rappeler qu'il est déjà 20h. On doit parler du carburant, parce que oui, l'une des conséquences de la situation géopolitique qu'on connaît, c'est d'installer dans la vie des Français, dans leur quotidien. On peut presque parler de crise désormais, ça fait 9 semaines que ça dure. Bon, je vais vous poser la question comme ça, d'entrée. Est-ce que vous dites, je connais la réponse, mais tout de même, merci beaucoup Patrick Pouyanné, PDG de Total, de plafonner les prix dans les stations essence? À 1,99 € quand le point de départ. 1,99 €, oui, l'essence et 2,25 € le litre de diesel. Voilà. Alors bon, quand le prix c'était 1,70 €, moi je veux bien dire merci à M. Pouyanné si c'est une manière de créer de bonnes relations. Mais je ne le pense pas, donc je lui éviterai cette hypocrisie. M. Pouyanné, vous êtes français. Votre patrie souffre. Vous êtes à la tête d'une très grande entreprise française, dans laquelle l'État français est actionnaire. Votre devoir de Français, c'est de venir à la rescousse de vos compatriotes. Pas de nous dire « Ah, mais si vous me dites si, alors je vous menace de ça ». Je ne peux pas entendre ce discours. Et lui, il dit qu'il joue son rôle, il dit c'est comme ça que nous redistribuons nos profits. Oui, eh bien je ne le crois pas, parce qu'il n'en redistribue vraiment qu'une petite part. La preuve, c'est que pour le premier trimestre, il a déjà augmenté de 50% ses bénéfices et qu'il les distribue aux actionnaires. Je veux que les Français tirent la leçon des sottises qu'ils ont fait quand ils ont accepté que Total soit privatisé. C'était une bêtise, parce que Total, c'est beaucoup d'argent, et c'est l'industrie de départ d'une partie de l'industrie chimique. Pardon, 19 milliards l'année dernière pour Total. Aucune entreprise française, jamais dans toute l'histoire du capitalisme français, n'a eu autant d'argent. 15 milliards l'année d'avant, 14 milliards l'année d'avant. Tout ça, ça devrait être dans les caisses de l'État si on n'avait pas privatisé. De quelle manière on peut remettre cet argent dans les caisses de l'État? Est-ce que vous êtes pour taxer les super-profits? Ah ben clairement, c'est même nous qui l'avons proposé, fait voter. Mais taxer les super-profits, de quelles entreprises? Mais de celles qui font des super-profits. Il y a Total, mais quelles autres entreprises? Mais il y en a dans la distribution, il y en a dans toutes sortes de branches. Je ne veux pas qu'à la sortie de cette interview, une série de gens se disent « ce type nous menace ». Non, mais c'est pas la bonne question, pardon. Est-ce que je peux me permettre une suggestion? Non, mais ils veulent comprendre qui vous visez, c'est normal. Vous visez des entreprises, ils veulent savoir lesquelles. Écoutez, les patrons qui veulent comprendre ce que je dis, ils n'ont qu'à entrer en contact avec moi, car je ne refuse de contact à personne. Et j'en rencontre régulièrement. Mais pas pour écouter les pleurnicheries sur les charges sociales, qui sont des cotisations, pour discuter de ce qu'ils produisent, de ce qu'ils vont faire. Et d'ailleurs, les patrons les plus en pointe de ce pays, c'est-à-dire ceux qui font quelque chose, qui vendent quelque chose qui existe, et pas seulement des produits financiers, on arrive toujours à s'entendre très bien. Bon, alors je reviens. La bonne question, c'est pas qui, c'est qui fait des super profits. Ceux qui font des super profits, comment on désigne un super profit? Eh bien, c'est ceux qui dépassent de X% la moyenne des profits qu'ils avaient fait dans les 5 ans qui précèdent, par exemple. Hein. Et après, on dit, ça, tout ce qu'il y a au-delà, c'est du super profit, clac, vous êtes taxé. Pourquoi vous êtes taxé? Pas parce que ça nous plaît de vous taxer, c'est parce que le pays est dans la mouise. Donc tout le monde doit s'y mettre, ça ne peut pas être seulement les malheureux qui vont à la pompe, parce que qu'est-ce que vous croyez que vous leur prenez à la pompe? Vous leur prenez leur salaire. Et ce fric qu'il y a là, ensuite il va dans le système et ça devient du dividende. Et le dividende, c'est la rémunération du capital. Donc, l'affaire qu'a déclenché M. Trump modifie la répartition capital-travail en France. Alors, si vous avez envie d'aller dire merci à M. Trump, franchement, vous n'avez aucune raison. Cette situation ne tombe pas du ciel. Elle a été créée par des raisons politiques. On y répond par des raisons politiques. Est-ce que vous diriez de Total que c'est un profiteur de crise?
Alors là, je ne mettrai pas de mots, parce qu'après, ça va tout gâcher au moment où il faudra discuter. Je dirais, monsieur, vous avez fait des super profits. Je vous explique ce qu'est un super profit pour nous. Donc, comme vous avez fait des super profits, on vous taxe dessus. Ce n'est pas une affaire personnelle. Nous n'avons rien contre monsieur Pouyanné. Vous êtes d'accord pour dire il a dit, pardon, je vous dis ça parce qu'il a dit, on ne va pas me reprocher de réussir. Mais personne ne vous reproche de réussir. Par contre, on peut vous reprocher de ne pas vous rendre compte que des super profits qui sont liés à une guerre méritent quand même qu'on s'interroge dessus. Et puis, monsieur Pouyanné, il y avait 29 raffineries dans ce pays, d'accord? Il n'y en a plus que 6. Qui c'est qui les a fermées? Vous et les autres. Deuxièmement, maintenant qu'on est dans... Pourquoi vous n'avez pas payé d'impôts? Ni en 2019, ni en 2020, ni en 2021, ni en 2022, ni en 2023. Pourquoi? Vous ne faisiez pas d'affaires? Vous n'étiez pas bon? Je vais vous dire pourquoi. Vous avez fait de l'optimisation fiscale. C'est-à-dire que vous avez noté en dette vos entreprises qui sont en France, alors que l'essentiel de vos raffineries sont en France et votre chiffre d'affaires, vous le faites en France. Donc, vous avez fait de l'optimisation fiscale. Vous me direz, vous avez respecté la loi. Soit, mais admettez que ce n'est pas moral. Et qu'en ce moment, maintenant, passez à la caisse parce que c'est votre patrie. Ou alors, vous n'avez pas de patrie à part votre portefeuille. Voilà ce que je lui dirais. Le gouvernement va faire des annonces cette semaine, dans les jours à venir. C'est Sébastien Lecornu qui l'a promis. Il a promis de changer d'ampleur et d'échelle pour adapter les aides. Il ne va pas taxer les super profits demain, Sébastien Lecornu, je pense qu'on peut se le dire. Non, il ne fera rien. Ok. Quelles mesures vous attendez du gouvernement français ? Que peut-on faire pour être au chevet des Français qui souffrent de plus en plus de cette crise? Mais dans l'immédiat, parce que les super profits, taxer les super profits, il faut le décider, etc. Ils ont besoin d'aide aujourd'hui à la pompe. Absolument, vous avez raison. Donc on bloque les prix et on les ramène au niveau où ils étaient. Donc pendant un temps, les super profits qu'aura fait telle ou telle entreprise, ils vont les bouffer parce qu'ils vont vendre en partie, peut-être en dessous du prix des cours. Mais comme je ne connais pas leur stock, je ne m'avancerai pas trop à pleurer pour eux avant terme. Donc, on ramène le prix à 1,70 par décision de l'État. Et si on me dit qu'il y aura pénurie, eh bien, je sais ce qu'il est possible de faire, parce que des fois, on réquisitionne. Figurez-vous que ça existe aussi, la réquisition. Et je dirais à l'Europe, vous allez laisser ce bazar durer combien de temps? Vous allez attendre quoi que ce soit partout? Les gens exsangues, vous vous rendez compte du nombre de gens qui sont devenus pauvres à cause du fait qu'il leur faut payer 2 € et plus le litre? Non mais pardon, une seconde, ça veut dire que tout ce qui a été retiré de leur salaire, c'est du manger de moins, c'est du confort de moins, c'est des privations. Il y a déjà 1 million de plus qu'il y en avait de pauvres au début du mandat de M. Macron. C'est bon quoi, lâchez un peu les gens. Si vous êtes président, votre gouvernement aura affaire à des rappel à la réalité, notamment celle de la Banque de France. Par exemple, cette semaine, la Banque de France, par la voix de M. Villeroy-de-Galhau, a dit « mais nous n'avons plus d'argent pour financer des mesures générales ». On n'a plus. Nos voisins ont deux différences avec la France, ils ont plus d'inflation, ils ont plus de moyens budgétaires. Les mesures générales étant de toute façon inefficaces, nous n'avons pas en plus les moyens. Nous n'avons pas les moyens, nous n'avons plus les moyens de financer des mesures générales. Il fait son boulot de banquier central. Il est une composante de la Banque centrale européenne. Donc il fait le travail qu'on attend de lui. On n'attend pas d'un banquier central qui commence à dire « Ouh, faisons la fête ». Mais du coup, ça discrédite sa parole. Je ne suis pas d'accord avec son... On ne l'écoute pas, Non, son diagnostic n'est pas le bon. Pardon madame, mais réfléchissons un instant, puisqu'on va vers le bout de notre réunion, de notre rencontre. Disons-nous la chose suivante. Qu'est-ce que nous avons à dire à la jeune génération? Voici quel est notre projet. Faire des économies et des coupes dans les services publics. C'est tout. C'est tout. On ne fera rien d'autre. On ne vivra pas, on n'aura pas de petit bonheur, on ne sera pas... Moi, mon idée, c'est à la fois de réparer les dégâts, qui sont considérables. Ça va demander des sous. Deuxièmement, de régler avec la Banque centrale la façon européenne, cette fois-ci. Il va falloir qu'on règle la question de son intervention dans l'économie européenne. En ce moment, elle continue à refuser de prêter de l'argent directement aux États. Il faut qu'elle le fasse. Elle l'a fait pendant la Covid. La Banque centrale européenne peut annuler la dette Covid des États. Je ne vais pas me lancer à cette heure dans une démonstration pour dire qu'une dette qui est auprès de la Banque centrale européenne n'existe pas. Alors, faisons ça. Et puis, ayons des projets. Bon sang, on ne va pas passer notre vie à regarder le bout de nos chaussures. Donc, ayons des grands projets sur les grandes frontières. Alors, on parle de l'espace, on a parlé de la mer, on parle du numérique, on peut avoir nos stockages, notre indépendance, de nos données. Et puis, madame, il y a une nouvelle frontière, c'est la santé humaine. Allons-y, nous les Français, on sait le faire, c'est une des recherches les plus performantes du monde. Ayons des grands projets et l'argent qui est mis là-dedans, même si c'est dans le moment une dépense, mais cette dépense c'est du salaire donné et ça active la vie
de la France. C'est comme ça qu'il faut faire, sinon on va mourir tous, hein, donc, si vous avec arrivez, des grandes explications. Si vous arrivez au pouvoir, il va vous falloir une équipe autour de vous. Et vous voyez la passion que j'y mets déjà. Oui, mais je vous ai bien réécouté sur TF1 dimanche. Vous disiez, en gros, l'une de nos fiertés, l'une de nos forces, c'est qu'autour de moi, j'ai déjà un gouvernement. On le visualise déjà, j'ai des personnalités. Qui serait votre Premier ministre? Si vous voulez aller au bout de la logique et d'être fier de pouvoir dire aux Français, regardez, nous, on sait déjà qui va diriger le pays. Allez au bout et dites-nous qui serait Premier ministre. Non, je n'irai pas au bout, et même pour vous faire plaisir, ce qui me serait très agréable, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Nous allons voir où nous en serons. C'est dans moins d'un an, hein, le deuxième tour. Il y en a un paquet là qui n'ont pas compris que ça commence à hurler. C'est demain, c'est pour ça qu'on essaye d'avoir des réponses. Et oui, aujourd'hui. on va voir, parce qu'il faut voir quelle va être l'ampleur du choc. Là, pour l'instant, c'est le premier choc qu'on prend, hein, c'est le prix à la pompe. Et puis ensuite, il va arriver l'inflation, parce que tous les produits qui contiennent du pétrole ou des industries chimiques, hein, vont eux aussi introduire des augmentations de prix. Et mécaniquement, ça se reproduit dans des tas d'autres endroits. Ça sera le deuxième choc. Celui-là, il va être terrible quand on les additionne. En plus, ça va être l'année 2027. C'est l'année où le changement climatique va se manifester de manière particulièrement violente pour des raisons qu'on passe à cette heure. Mais le courant El Niño arrivant plus tôt, l'eau ne refroidira pas autant qu'elle doit. Enfin, une histoire horrible. Bref, il va pleuvoir comme jamais et faire chaud comme jamais. Et puis on aura cette crise et on verra où on en est de la guerre. Et en fonction de la manière dont se présenteront les choses, ça sera plutôt l'une ou plutôt l'autre, au masculin, au féminin. Bon, j'ai plutôt l'embarras du choix. Tellement je connais bien cette équipe qui est autour de moi. Et puis il y a ceux qui viendront, parce que... Les socialistes dès le mois... Non, les socialistes ne viendront pas. Ils l'ont décidé très fermement. Et d'ailleurs, ils ne sont pas fiables. Donc moi, je fais un gouvernement stable, avec des gens qui respectent la parole donnée, qui se respectent entre eux, pas une bande de gens qui se battent comme des chiffonniers. Qui pourrait venir alors? Bon, non, mais je pense que les communistes et les écologistes vont bien se rendre compte que c'est un suicide. De vouloir faire une gauche sans LFI, ça n'a pas de sens. Personne n'est réélu sans nous. Bon, vous me direz, nous non plus sans les autres, ça se discute. Mais on a donc un intérêt mutuel. Et il est temps donc, surtout les communistes, qui sont quand même les alliés avec lesquels nous avons commencé à construire le front de gauche, et puis ensuite les insoumis. Mais les écolos, parce qu'il faut gratter vraiment profond pour trouver une différence sur le terrain de l'écologie entre nous et le parti écologiste. Hein. Donc je suis certain qu'au mois de septembre, parce que je dis à tout le monde, il y a des limites, hein, on ne va pas jouer comme ça jusqu'à la dernière minute. Pourquoi on ne va pas jouer? Parce que les Français attendent du sérieux. Si vous croyez que cette mascarade de bastons généralisés de gens qui se disputent entre eux dans le même parti donne confiance aux Français, c'est une erreur. Il y a un endroit stable, le voici. On a appris juste avant de commencer cette émission, vous étiez juste à côté de moi, que Boris Vallaud quitte la direction du Parti socialiste sur fond de désaccords sur la ligne ou d'absence justement de visibilité sur la suite des événements. Votre réaction? Je ne veux pas m'en mêler. Des fois on a envie de rire et d'autres fois de pleurer. De voir le courant qui s'appelle Unir aggraver les divisions de leur propre parti, ça fait sourire, mais après ça fait pleurer, parce que le Parti socialiste a été une grande force politique dans notre pays. Et on voit bien qu'il n'en est plus d'aucune manière. C'est une troupe confuse de gens qui se disputent à tout propos, se battent entre eux pour les mêmes places. Bon, et tous d'ailleurs, hein, vous les prenez, ceux qui sont dans le parti, ceux qui sont dehors. Donc j'ai pas envie d'entrer là-dedans. Je leur souhaite d'en sortir. C'est notre intérêt. En général, pour la France, l'intérêt, c'est que le Parti socialiste se stabilise. Et s'il pouvait en plus respecter sa parole, ce serait parfait. Marine Le Pen, elle préfère le bloc central. Désormais, son meilleur adversaire dans la course à l'Élysée, c'est plus vous, Jean-Luc Mélenchon, au regard de ses dernières déclarations. Non, pour elle, c'est Édouard Philippe, en tout cas le candidat qui présentera le bloc central. C'est ce qu'elle a déclaré. Je souhaite un second tour face au bloc central. Moi, ça peut surprendre parce que dans les sondages actuels, le RN est battu par Édouard Philippe, ce qui est moins vrai dans les sondages, qu'il faut prendre avec beaucoup de mesures. On est très loin de l'échéance, même si on vient de se dire que c'est demain. Mais quand même. Alors, non, mais je vais poser la question. C'est qui votre adversaire à vous? Si vous deviez en choisir un pour être au second tour, si vous y parvenez. Par définition, attendez, la démocratie, on est en compétition tous. Chaque candidat est un adversaire politique, parce que vous pensez que vous valez mieux que lui pour le pays. Donc ne transformons pas. Alors, bien sûr que fondamentalement, c'est le Rassemblement national qui est l'adversaire principal, dans la mesure où il représente la fin de la France.
ce serait une petite nation rageuse, ethniciste, bouffée et dévorée de racisme. Je ne veux pas entendre parler de ça, dirigée par des incapables. Parce que globalement, c'est un parti d'incapables et de gens qui n'ont ni culture, ni connaissance de la façon de gérer un pays que nous avons, nous. Bon, alors c'est clair que c'est eux. Alors elle a raison, Madame Le Pen. Elle n'a pas dit les choses exactement comme vous les dites. Je vais vous dire, elle a dit, je les préfère parce que ce serait un vote d'adhésion, dit-elle, la maline. Elle a raison. Si elle avait au deuxième tour en face d'elle quelqu'un du bloc dit central, je ne sais pas s'ils ont central, mais bon, admettons, hein, elle le laminerait en 5 minutes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tous glissé vers elle. Ils tiennent des propos souvent aussi terrifiants que les siens. Elle a gagné la bataille idéologique à droite. Par conséquent, elle les absorberait et elle les battrait. Parce que les gens diraient, bah, tiens, on préfère l'original, comme disait le vieux Le Pen, à la copie. Donc, elle préfère ça que moi. Parce que moi, c'est une autre paire de manches d'avoir affaire à moi. Et vous savez, moi, je ne suis pas intimidé. J'ai pas peur même qu'on parle de ces sondages. La dernière fois, on m'avait déjà mis 20 points derrière elle, comme aujourd'hui, 20 points derrière elle. Et ça s'est fini quoi ? À peine un point de différence. Je vais dépasser un tout petit peu. Dominique de Villepin, vous le voyez comme quelqu'un qui peut vous voler quelques voix ? Comment vous le regardez et sa candidature éventuelle ? Je ne pense pas les trucs voler des voix, tout ça, parce que c'est plus compliqué. Je le vois avec respect, parce qu'il est pour tous les Français un personnage singulier dans la vie politique. Bon, après, c'est un homme de droite. Mais vous le voyez comme un potentiel allié, à terme ? Je ne sais pas, je ne crois pas qu'il voudrait. Hein. Mais bon, non, je n'ai pas pensé comme ça. Je le vois comme quelqu'un d'utile, parce qu'il apporte, si vous voulez, quand c'est moi qui le dis, que je remue mes mains, que je parle fort, on dit « Ah, Mélenchon !» Bon, il se trouve que Villepin aussi, il remue les mains, il parle fort, et bon, on se dit, bah quand même, ils disent la même chose les deux sur certains sujets. Donc je le vois avec du respect, de la bienveillance. Et puis il y en a d'autres, non, je les vois avec ni respect ni bienveillance, parce que je suis en désaccord complet avec eux. Quand j'écoute M. Retailleau, bah, j'ai pas un instant où je me dis, ah, il pourrait être mon président. Non, ça me vient pas à l'esprit. C'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon d'avoir accepté l'invitation. Pour cette longueur sur un sujet qui me passionne, et vous m'avez fait la démarche respectueuse qui a été la vôtre. Et j'apprécie beaucoup, beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation.